Donc bienvenue à tous, on est très heureux d'accompagner la Semaine des Arts et Médias avec cet événement. Vous l'avez sans doute vu, il y a une grande exposition qui est organisée dans la salle de pratique muséale autour des œuvres de Zaven Paré et avec des œuvres des collections de Zaven Paré qui racontent l'histoire de la robotique, et on remonte comme ça des tout premiers robots jusqu'aux machines créées par Zaven, des marionnettes électroniques. Et on se dit que ce serait bien de t'entendre aussi, puisque tu as travaillé dans le monde des arts du spectacle, pas que, parce que tu as une carrière très riche et hétéroclite, un peu partout dans le monde. Je vous invite à regarder dans le livret, je ne vais pas perdre du temps à faire une biographie complète, il faudrait le temps de la masterclass d'ailleurs, je pense. On est très heureux de t'accueillir, Zaven, et d'autant plus que la Théâtrothèque Gaston Baty possède un fonds d'archives Zaven Paré, qui est un fonds ouvert que Zaven a la gentillesse d'alimenter régulièrement. Donc voilà, c'est un objet de fierté aussi pour nous. Et on est vraiment très content d'avoir monté cette expo avec toi. Enfin, le travail a été extrêmement plaisant, je dois le dire. Et l'expo marche très bien. On est à peu près à 200 personnes par jour. Ça tourne. Il y a beaucoup de questions. Ça suscite l'interrogation, puisqu'on est dans un rapport trouble entre l'humain, la marionnette, la machine. Donc ce sont des sujets qui forcément nous intéressent particulièrement en études théâtrales et en arts et médias en général. Mais je vais m'arrêter là. Vraiment, Zaven, je te remercie et je te passe la parole tout de suite. Je remercie pour cette introduction. Je remercie particulièrement Céline pour cette invitation et la collaboration avec toute l'équipe, avec Sarah et l'équipe de la Théâtrothèque, parce que c'est un travail que je pense qui était entré en germination depuis 2-3 ans. Et puis en fait, je dois confesser qu'avec Céline, on se connaît depuis 25 ans. Parce qu'on avait collaboré à tous les deux, moi en tant que marionnettiste, enfin en tant que technicien, je sais pas, j'avais fabriqué un hétéronyme, un clone de l'acteur Dominique Pinon pour la pièce La Scène, dont Céline était assistante à la mise en scène auprès de Valiano. Assistante de dramaturgie. Dramaturgie, ouais. Faudra faire la distinction, justement, voilà. Ça change selon les époques. Aussi, cette fonction, c'est la dénomination, effectivement. Et je vais un peu retracer mon parcours pour situer un peu dans quoi s'inscrit exactement cette présentation. L'exposition, j'en suis très fier, elle est très bien montée et de qualité. Ça permet de voir un éventail large, aussi bien sur la chronologie historique que sur mon parcours de mon atelier jusqu'au laboratoire, parce que c'est ça dont il va être surtout question aujourd'hui. Le séminaire s'inscrit normalement dans une semaine dédiée à l'intelligence artificielle. Je vais essayer de vous en parler le moins possible, parce qu'en général, ça a beaucoup à voir avec la médiocrité. Comme dans la présentation, j'ai vu que c'était surtout mis l'accent sur mon dernier ouvrage qui s'appelle « Au préambule au design d'interaction des robots ». Moi, je suis un peu une personne qui suit juste avant qu'on arrive à l'intelligence artificielle telle que vous la connaissez aujourd'hui et telle qu'on vous la propose comme produit de consommation. Et donc, antérieur à ça, il fallait incarner cette intelligence dans des objets, et les robots, les androïdes particulièrement, ou les marionnettes d'une manière générale, sont vraiment venus à point nommé pour les recherches en laboratoire. Je vous montre. En bas, il y a beaucoup de photos de ce dont j'étais témoin. En général, on photographie les robots comme des sujets. On les met au milieu, comme on fait un portrait de quelqu'un. Mais j'ai aucune prétention de photographe, et il se trouve que dans les laboratoires de robotique, au jour le jour, je vivais des situations que personne ne partage. Et donc, c'était plus les situations qui m'intéressaient, et ces situations ont lieu à la fois dans le laboratoire de l'université d'Osaka, où j'ai co-créé la plateforme de recherche en robotique, et la première plateforme au monde où on a travaillé avec des humanoïdes et des androïdes pour un répertoire d'à peu près une demi-douzaine de pièces de théâtre. Et par ailleurs, tous les développements techniques, technologiques, d'ingénierie se faisaient dans un endroit qui s'appelle ATR, qui c'est Advanced Telecommunication Research International Institute de Kyoto, qui est le plus grand laboratoire de télécom du Japon.
Donc je suis devenu par le fait aussi bien un marionnettiste par les concours de circonstances que plus tard un ingénieur en robotique. Et donc ce livre concerne aussi bien le théâtre que proprement la recherche en design de comportement, en design d'interaction, qui est un grand segment aujourd'hui de la robotique sociale. Et je vous expliquerai tous ces termes. Vous pouvez m'arrêter au milieu, parce qu'il peut que je m'emballe complètement. C'est possible qu'on ne me comprenne plus du tout. Je peux faire des digressions dans les digressions dans les digressions. Et donc, je peux me perdre moi-même, et vous pouvez vous perdre encore plus. Donc, je commence juste sur mon parcours. Là, je voulais commencer avec mes premiers travaux, ces installations. J'avais votre âge. Ça, c'était au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Et ça m'intéressait ce qu'était la biomécanique déjà, et inspiré de travaux de Buckminster Fuller, qui était un professeur éminent de Black Mountain College. J'ai commencé à faire des structures, et curieusement, il y avait un marionnettiste qui s'appelait Bill Baird, un marionnettiste américain, qui, pour des programmes éducatifs de la télévision américaine dans les années 50, fabriquait ce type de marionnettes. Alors, ces marionnettes sont disparues, elles ont disparu en 1967, mais comme elles ont été montrées en Belgique au moment de l'exposition universelle, quand ils ont créé l'Atomium, vous savez, le monument qui est l'icône de l'exposition universelle de Bruxelles, un collègue à moi, son papa qui a créé le théâtre Royal Perruchet de Bruxelles, avait fait justement une marionnette abstraite de l'Atomium. Et donc pour leur musée, j'ai recréé ces marionnettes articulées, mais qui là sont articulables, manipulables. Et là, c'était simplement une installation qui a été utilisée dans des écoles maternelles. Donc voilà, j'ai toujours été préoccupé par la question de la manipulation et le mouvement en temps réel. Dans les années 80, je pars c'est Radio Ma Vie, là, je suis désolé. Dans les années 80, je pars au Canada, je monte ma boîte de designer, je travaille pour l'industrie, j'apprends beaucoup de corps de métier. Et dans le même édifice que moi, au Cooper Building, sur le boulevard Saint-Laurent, il y avait plusieurs compagnies de danse et des metteurs en scène. Et donc là, ayant acquis plusieurs savoir-faire, il y a la compagnie de danse Marie Chouinard et la 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 Human Step, qui sont devenues les deux principales compagnies de danse au Canada, de ma génération. Et donc là, on me demande de collaborer, tout d'abord en créant des accessoires, puis des costumes, puis des décors, puis de la direction artistique. Donc ce qui est intéressant dans l'intitulé de la présentation, il y a le mot répertoire. Et j'ai eu le privilège en tant que scénographe de pouvoir développer, de pouvoir travailler sur un répertoire. Quand on est scénographe, normalement on est prestataire de service et on prend ce qui vient, le tout venant. Mais du fait d'être associé aussi bien à Marie Chouinard qu'à Édouard Locke ou plus tard avec le Théâtre Ubu, j'ai beaucoup eu à travailler, à me frotter aux avant-gardes du théâtre, en commençant par le symbolisme, par Ubu, puis les avant-gardes russes pour l'inauguration du Musée d'art contemporain de Montréal ou diverses productions. Donc là, par exemple, là, c'est une production qui date de 92 ou 93, qui continue de tourner dans le monde depuis près de 32 ans, 33 ans même, qui était un spectacle qui a particulièrement marqué, qui est un sacre du printemps de Marie Chouinard. Je crois qu'il joue en Italie ou en Espagne ce mois-ci. Donc vous voyez, il peut se produire que vous créez une esthétique, une image, une identité qui devient un fait marquant et qui est devenu l'identité même de cette compagnie de danse. En haut, c'est pour la compagnie La 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 Human Step, la danseuse Louise Le Cavalier qui continue sa carrière en solo. Et là, c'était des commandes pour à la fois le National Ballet d'Amsterdam et pour David Bowie dans les années 80 pour le 30e anniversaire de l'Institut d'art contemporain de Londres. Et en fait, vous voyez déjà avec ça, j'ai eu la chance de travailler aussi bien avec un répertoire de musical d'avant-garde que ce soit Stravinsky ou pour le premier corps de ballet pour lequel j'ai travaillé au National Ballet d'Amsterdam pour
pour Stravinsky, pour un spectacle qui s'appelait A Bread Piece. Et en bas, c'est un autre spectacle pour Marie Chouinard qui est le premier spectacle de sa compagnie. Donc c'est des compagnies qui étaient à ce moment-là, étaient beaucoup des chorégraphes qui travaillaient sur des solos et qui commencent à travailler avec des corps de ballet et qui étaient là sur la culture inuite. C'était un spectacle qui s'appelait Les Trous du Ciel. Tous les documents référents à mon travail pour la chorégraphie et la scène rock sont dans les archives de la médiathèque du Centre national de la danse, qui est un autre très beau lieu avec des gens aussi gentils qu'ici, qu'à la Théâtrothèque, et qui est une source de documentation aussi assez exceptionnelle. Et ils ont leurs ouvrages qu'ils éditent sont aussi tout à fait remarquables parce qu'il y a beaucoup de notes de scène. Je pense que pour vous qui étudiez le théâtre, c'est très difficile d'avoir accès à ce type de documents, et notamment des contemporains qui ont l'effort de mettre sur le papier ce genre d'éléments de travail. Alors là, je vous ai fait une salade de différents répertoires. Bon, il y a eu, comme tout le monde, il fallait que je me tape les pièces allemandes, donc j'ai fait une trilogie. J'ai travaillé sur un Urfaust de Goethe, sur le Wojciech pour le Théâtre National de Bruxelles, qui a été le spectacle vraiment, en termes de scénographie, marquant des années 90. Tous les archives sont à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Là, encore plus ennuyeux, Les Brigands de Schiller, de quoi tuer l'amour. Ensuite, là, c'est pour l'inauguration ça c'était plus plaisant, pour l'inauguration du Musée d'art contemporain de Montréal. Donc ça s'appelait Luna Park. C'était un montage de textes basé sur les avant-gardes, aussi bien Bloch, Lemnikov, Krouchonik et Mayakovsky, avec la réappropriation des éléments scéniques de Malevich, qui étaient traités sous forme de chapeau, sous forme de marionnettes, sous forme de panneaux, sous forme d'étendards. Et là, c'est un assez gros montage de Roberto Zucco pour le Festival des Arts des Amériques à Montréal au début des années 90. Donc, à chaque fois, c'est de la construction du bois, du métallique, du classique avec du décor peint, et encore là, c'est du travail d'ingénierie, puisqu'on a un premier étage flottant de 5 mètres de largeur sur 25 mètres de large en autoportance. Donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, quel que soit le travail, c'est le dispositif. C'est-à-dire que quand je collabore avec quelqu'un, c'est spécifiquement pour la pièce en question, mais en même temps, en termes d'outils de travail, elle peut être transposée à toutes sortes d'autres répertoires aussi parfois. Alors là, après avoir travaillé pour le théâtre, j'ai travaillé pour le théâtre musical avec Mauricio Kagel, le compositeur allemand d'origine argentine. Et là, c'est un spectacle sur l'arrivée sur Terre du diable, différentes manifestations du diable. Et donc là, je fais les décors et les costumes, et il y a l'orchestre qui est inséré sur la scène, le nouvel ensemble moderne de Montréal. Et là, vous voyez, c'est un rideau avec un tulle découpé, et donc vous avez ces formes de feuilles d'acanthe qui, quand elles sont vertes, sont des feuillages, et quand elles sont rouges, par l'éclairage ajouré à l'arrière, peuvent devenir des flammes. Et ça, c'est ma dernière collaboration en 1999. Pour le Don Giovanni à l'Opéra de Paris, où là, pour des questions, c'est-à-dire que dès que vous passez, moi, je suis vraiment passionné de la technique, donc il y a un problème d'acoustique à l'Opéra de Paris. Dès que vous passez de Bastille, dès que vous sortez du premier tiers de l'espace scénique, on n'entend plus rien. Donc en général, tous les décors sont faits de manière en entonnoir. Et donc là, pour ce spectacle, et comme les metteurs en scène de théâtre qu'on embauche à l'opéra ne connaissent pas l'opéra, ne parlent pas l'italien, ne connaissent pas la musique, ça arrive. Donc ils n'ont que 15 jours de répétition avec chaque chanteur, chaque rôle-titre. Et donc, pour aller d'un point à un autre, il n'y a pas de temps de faire de mise en scène. Donc, j'ai inventé un sol à double inclinaison, ce qui fait que quand vous allez d'un point à un autre, vous y allez toujours par une courbe. Et donc, ça donne un effet de promenade, de naturalité dans le déplacement.
Et aussi, il n'y a qu'un point de chute dans ce décor, c'était la recréation, en fait, la première partie, c'était un peu comme le fantôme de l'opéra. On est derrière là, le décor désaffecté, le décor démonté, le décor qui brûle, le commandeur. Et donc, là, en faisant une double inclinaison, j'ai juste une ligne de fuite, de pente, et j'ai un effet acoustique extraordinaire. Voilà. Donc ça, c'est mes genres de dada. Et après 99, donc comme j'avais commencé à développer... Ah, j'ai oublié une slide. J'avais commencé à développer des premiers systèmes de projection. Les premiers systèmes de projection, j'ai fait pour le show de Bowie, les premières projections rondes dans les shows de rock en 10 ou 90. Et puis après, je me suis assez intéressé à justement cette histoire d'effets spéciaux et de dispositifs techniques. Donc ici, vous avez un premier essai qui est une tentative de marionnettes cathodiques. En fait, c'est des télés de sécurité qu'on peut manipuler, le regard avec des fils. Donc c'est un peu bâtard et puis intermédiaire, on va dire. Et puis là, c'est berceuse de Beckett que j'ai interprété, en tout cas toutes les didascalies, à partir de petits théâtres d'objets. Et vous avez en bas une interprétation de Actes sans parole 2 ou 1, je ne sais plus. Donc avec des dispositifs scéniques à partir des didascalies, puisque souvent il n'est pas possible d'accéder aux droits d'auteur pour monter des spectacles. Donc vous avez l'astuce du détournement de la didascalie et vous faites du Beckett sans citer Beckett, mais tout est écrit. Voilà. Et donc en 99, notamment à partir de Roberto Zucco, il y a un metteur en scène américain qui voit mon travail, qui s'appelle Richard Foreman. Richard Foreman, c'est le créateur du Ontologic Theater à New York, à St. Martin's Church. C'est le Off-Broadway, c'est le théâtre punk de New York, quoi, vraiment. Il est décédé il y a 2-3 ans. Et Richard me dit, il faut que tu montes, il connaissait le traducteur de Novarina, il dit, viens aux États-Unis monter du Novarina, et à date, c'est la seule pièce montée en langue anglaise depuis 99. Donc cette pièce a eu une sorte de postérité, aussi bien aux États-Unis, sur la côte Est, sur la côte Ouest, puisque j'étais invité par le Henson Festival. Jimmy Henson, c'est le Muppet Show, pour vous situer. Donc c'est à l'époque, en début des années 2000, c'était la deuxième économie de l'industrie après Disney. Hein. Après, le Théâtre du Soleil est passé devant, et parce qu'ils avaient une grande section, l'un de ses fils s'occupait du broadcasting à Londres. Il y avait le Creature Shop à Los Angeles qui font les choses comme Jurassic Park, des choses comme ça. Et puis sa fille qui s'occupe de la fondation à New York et qui organisait ce festival, qui m'a invité à l'Almama pour plusieurs semaines. Je suis peut-être le metteur en scène qui a joué le plus longtemps à New York, mais dans une toute petite salle du Off-Broadway. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de littéralement échanger les fils de la marionnette par des câbles. Et on est en 99, vous n'avez pas connu ça, il y avait des CD-ROM. Donc un CD-ROM, il fallait que je puisse programmer. J'avais deux possibilités. Donc c'était à CalArts en Californie. CalArts, c'est l'université de Disney qui a été fondée par Roy Disney dans les années 60. C'est là d'où sont sortis tous les gens de Pixar, des films que vous avez vus durant toute votre enfance et passés en boucle. Génération Toy Story. Ouais. Et donc à CalArts, j'avais deux solutions. C'est soit faire un joystick, mais là, ça nécessitait à cette époque-là 3 mois de programmation, ou soit j'ai inventé un système, c'est-à-dire que j'avais les mouvements du visage, c'est-à-dire des mouvements mécaniques, 8 mouvements dans l'espace, yeux fermés, yeux ouverts, bouche ouverte, bouche fermée, et je contrôlais ça à partir de ce clavier où il y avait les instructions. Et là, vous avez un reset, c'est-à-dire il y avait une pause. Ma pause est où? Je sais pas. Pause et un reset. Donc, comme je pouvais arrêter mon mouvement à n'importe quel moment, j'avais une infinité de mouvements. Et donc,
À partir de ça, j'avais sur scène, c'est une mise en espace d'une pièce radiophonique, si vous voulez. Donc, on a des haut-parleurs qui distribuent le texte de Novarina. Et là, comme c'est rare de travailler avec un auteur vivant, je me suis dit, tant qu'à faire, autant que je me confronte à la réalité du travail de metteur en scène, c'est-à-dire c'est le dilemme entre le texte et la mise en scène. Et donc là, pourquoi ne pas mettre le metteur en scène sur scène et qui subit son texte, qui regarde son texte mis en espace par quelqu'un d'autre. Alors je moule Novarina, je filme les mouvements du visage. Très simple, vous pouvez le faire, c'est pas breveté. Photoshop, vous faites trois petites fenêtres, la bouche, les yeux, vous faites en QuickTime les mouvements et vous programmez vos mouvements et vous pouvez manipuler une marionnette électronique. C'est très très simple. Il y a à peu près une douzaine de robots dans le monde qui fonctionnent selon mes principes que j'ai inventés, et notamment le système de rétroprojection, puisqu'on a une projection interne. Jusqu'alors, des artistes tels que Tony Osler utilisaient des projections externes, mais que le spectateur interférait quand il passait devant l'écran. Et donc, moi, il fallait une autonomie d'une projection sur scène. Donc, pour cette autonomie, comme vous verrez en bas, il y a un système paramiroir, et la superficie est du PETG moulé. Du PETG, c'est PETG, c'est ce qui est fait vos bouteilles en plastique, et qui est sablé avec un sable spécifique qui est d'origine volcanique et d'un grammage spécifique qui permet une polarisation de l'image et de ne pas avoir un point chaud. Si vous regardez derrière le projecteur, vous avez un point d'intensité, et ça, c'est dans le milieu de l'image. Donc, quand on polarise, c'est pour distribuer cet excès de luminosité qui, en général, est au niveau du nez et qui trouble vraiment la personnalité de la surface projetée. Et donc, grâce à ce système, je clone, je redistribue sur scène un acteur électronique. Ça avait été inventé, j'avais inventé en 96 pour une pièce du Théâtre Ubu qui s'appelait Les 3 derniers jours de Fernando Pessoa, qui justement, c'est une pièce de Tabucchi, où Tabucchi est le grand traducteur de Fernando Pessoa. Et donc, cette pièce, durant les 3 dernières nuits de sa vie, Fernando Pessoa est visité par ses différents hétéronymes. Fernando Pessoa avait plus de 70 hétéronymes, 70 identités différentes. Hein, c'est pas de l'ubiquité, là, c'est rendu... et chaque hétéronyme avait même une carte astrale. L'un était symboliste, l'autre écrivait comme un classique grec. Enfin, il y avait différents styles, que ce soit Soares, Alvarez. Et donc, tous ces hétéronymes venaient visiter Fernando Pessoa sur son lit de mort, et donc je devais réincarner cet acteur dans différents supports. Et c'est là que j'invente ce système de rétroprojection que je perfectionne ensuite en Californie, et qui marque pour le coup l'histoire de la marionnette contemporaine. Et donc là, c'est comment que je construis. En fait, moi, au départ, je suis un dessinateur. À la fin des années 90, quand j'avais inventé des dispositifs et des systèmes, je les dessinais d'abord, et il s'est trouvé que quand j'ai commencé à construire, ils fonctionnaient. Donc, c'est relativement simple. Hein, comme vous voyez dans l'exposition, tout est donné à voir. Il n'y a pas d'effet stylistique. Je ne veux pas mystifier la technologie. Donc, tout est donné à voir, et quelques astuces simplement permettent d'escamoter certains effets mécaniques. Et là, c'est le visage de Dominique Pinon, justement, pour la scène, avec cette fois-ci non plus une vidéoprojection et une interface électronique, mais simplement un projecteur. Mais là, l'interface était dans le mouvement de la mâchoire. Et après, j'ai travaillé sur différents supports, plus ou moins monstrueux. Là, pour le Colloque des chiens, qui est une pièce du répertoire baroque, de Cervantes, où 2 chiens reprennent forme humaine durant une nuit et parlent ensemble. Et donc là, c'est proprement un robot, c'est-à-dire qu'un robot, pour qui est ingénieur, c'est le plus souvent l'addition de la mécanique avec du pneumatique. Donc là, il y a tout ce qu'il faut, il y a même de l'optique, de l'électronique, du digital, de l'analogique. En fait, quand je parle à des étudiants, c'est pour dire que c'est possible de faire des trucs nouveaux. À l'école, moi, quand j'étais à l'école, on nous disait tout a été fait. C'est pas vrai. C'est vraiment pas ça. Et moi, ma manière de travailler, je travaille par collage. Et en fait, en collant différentes technologies ensemble, vous pouvez produire des choses nouvelles.
Il y a certaines choses qui sont obsolètes, mais il y a eu des moments où, avant d'arriver à une certaine obsolescence, le projecteur diapo, par exemple, son excellence s'arrête dans les années 70. Et donc, moi, je travaille avec des projecteurs diapo des années 70, parce qu'après, l'optique change, elle se dégrade, etc. Et donc, c'est possible de se réapproprier. Le travail artistique, c'est simplement de la réappropriation. Regardez Picasso, il ne fait que se réapproprier et assimiler. C'est le meilleur des tubes digestifs pour l'histoire de l'art. Et en France, on a quand même l'un des meilleurs tubes digestifs pour l'histoire de la littérature, qui est sans doute Valère Novarina. Et donc, c'est une manière d'assimiler les choses, pas seulement l'histoire de l'art, mais l'histoire des techniques, qui permet, par ce réassemblage, par ce système de collage, c'est vraiment l'idée d'assemblage, hein. Même quand on fait un travail de dramaturge, on réassemble, on réadapte, on redonne plus ou moins d'emphase à telle ou telle chose, et c'est un peu ce que je fais de la même manière avec la technologie que je mets à mon service pour desservir un texte, pour desservir du bruit. Et là, c'est sur l'une des dernières machines que j'ai créées, qui était pour un documentaire de Arte, où il fallait que le bienheureux Ganesh interagisse avec des gens, et donc c'est une interface où des gens s'incarnent à l'intérieur de Ganesh en temps réel et répondent avec du public et différentes attentes selon les différentes personnes qui sont incarnées à l'intérieur de Ganesh, etc. Donc, on passe au Japon. Dans les années, en 2007, le roboticien Hiroshi Shiguru découvre mon travail lors d'une conférence à Oxford, où j'avais juste à présenter ma première marionnette électronique. Et lui, à ce moment-là, il était en train de développer les robots tels que vous les voyez en bas, son propre clone avec de la peau, des androïdes ultra réalistes qu'on appelle, et non pas hyper réalistes, ultra réalistes étant l'hyper-réalisme avec du mouvement. Et donc, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, par des simples mouvements mécaniques, en fait, on peut créer toutes sortes de dramaturgie. C'est-à-dire, si j'ai voilà, ça c'est mon haut-parleur qui cause, blablabla, qui se déplace devant moi, et je déplace mon regard, je le suis. Donc là, je fais un mouvement mécanique, ok ? Et si il passe devant moi, en bas de moi, comme ça, en faisant blablabla, et que je lève les yeux au ciel, ça devient soudain une expression. Donc, il s'agit bien du contexte, et ça, c'est ce qu'on connaît au théâtre. On crée des situations pour donner au texte sa valeur et un degré d'appréciation ou d'interprétation. Donc, Ishiguro me prend par la manche, il me dit « Viens ici ». Il faisait très très peur. Moi, je ne connaissais pas très bien la culture japonaise à ce moment-là, mais c'est quelqu'un d'assez... Bon, c'est un samouraï, hein, méchant. Il s'habille tout en noir, il a une voiture noire, il a une moto noire, il a des baguettes noires, il a un bento noir, et c'est noir mat ou noir brillant. Bon, c'est une personnalité assez particulière. Et donc, il montrait son robot à l'époque, et il dit, moi, en développement de projet, j'ai eu $1 million. Toi, j'habite au Brésil depuis 30 ans. Et toi, perdu au Brésil, sans budget, tu as développé des machines qui sont pas plus efficaces, mais tout au moins qui sont plus pertinentes que ce qu'il essayait de faire. Parce qu'à ce moment-là, comme je vais vous l'expliquer un peu plus tard, on est dans ce moment où on lutte contre l'inquiétante étrangeté, c'est-à-dire contre le rejet des créatures artificielles qui deviennent ultra-réalistes et qui effraient un peu pour la plupart du temps. Donc là, c'est un peu le début de mon histoire. J'avais pas les cheveux blancs et tout. Donc là, c'est réplique Q2 qui correspond un peu à un actroïde, c'est-à-dire ce que vous voyez au cinéma, un automate qui peut être utilisé en téléopération en temps réel. Et derrière, c'est la fille de Ishiguro. En bas, c'est ma fille aussi qui est dans le cœur d'enfant. Donc on est un peu pareil, quoi. Elle a beaucoup moins apprécié d'être produite par son père sous cette forme. Et là, donc, c'est des situations qui, au jour le jour, moi, me fascinaient, là où il y a le robot qui regarde l'étudiant qui est en train de contrôler des lignes de programme pour la contrôler, elle, derrière elle, sans qu'il la voie. Enfin bon, c'est des situations tout à fait du futur, parce que au Japon, vous êtes soit dans le passé, soit dans le futur, vous n'êtes jamais dans le présent, hein. Et ça me fascinait vraiment. Et d'autant plus que quand on est un étranger, quand on arrive
Bon, je suis un artiste normalement au départ, et quand on arrive dans un laboratoire, personne ne vous regarde, personne ne vous parle, personne ne vous touche. Et surtout, on attend. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon séjour, pendant le premier mois et demi où je devais faire le casting de mon robot pour mes recherches, les robots, ils attendent tout le temps. Ils foutent rien. Ça sert à rien. C'est-à-dire, on les utilise 15 minutes par jour pour faire des tests et tout. Et là, ça a commencé à m'interroger. Je me suis beaucoup identifié et c'est ce qui m'a donné l'idée de tous mes projets de recherche et tout mon travail jusqu'à aujourd'hui. Donc là, vous avez un autre modèle, c'est l'arrière-petit-fils de Robovi, c'est Robovi versus 3, qui a joué dans une pièce, d'ailleurs, Les Trois Sœurs de Tchekhov. Je pourrais vous en parler après, où je joue un majordome, puisque c'est un robot domestique qui est utilisé dans le quotidien. Là, voilà, quand je vous parlais d'attente, c'est ce genre de situation. Là, c'est CB2, mon robot préféré, qui a à peu près 90 senseurs. C'est un robot qui a été créé au milieu des années 2010, mais qui est sûrement, en termes de robot cognitif anthropomorphique, encore, bien qu'il soit au placard depuis 2016, c'est peut-être encore la machine la plus élaborée que j'ai jamais vue. C'est-à-dire, elle a un développement cognitif d'un enfant de 8 mois. En termes d'apprentissage. Donc, quand vous êtes étudiant en robotique, là, il y avait un étudiant préposé, il se tournait tous les jours, il levait le robot jusqu'à ce qu'il apprenne, qu'il mémorise ou qu'il crée des lignes de programme d'apprentissage de la station verticale. Donc, j'ai vu ce robot pendant 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai vu des étudiants faire ça tous les jours. 4-5 heures par jour. Vous allez sans doute me poser des questions sur tous ces robots qui marchent et qui se cassent la gueule après, mais bon, on est loin du compte. Voilà, lui, Robovi, avec un Affetto derrière. Ça, c'est le laboratoire du professeur Minoru Asada. Sans doute certains parmi vous connaissent ce professeur. C'est lui qui a créé la RoboCup, la plus grande plateforme de coopération scolaire, universitaire, de compétition en matière de robotique, où il a appliqué toutes les techniques d'entraînement, toutes les techniques sportives à l'ingénierie. Et c'est la plus grande plateforme de coopération d'ingénierie au monde actuellement. Encore. Et donc là, je vais vous montrer quelques scènes du quotidien. Donc là, c'est un collègue chez Orion Doll, qui est une fabrique de poupées à usage sexuel. Et donc là, c'est un moment fascinant pour moi, parce que j'ai fait beaucoup de morphologie quand j'étais élève à l'école des Beaux-Arts. Et l'os le plus sexy, j'ai pas prévenu, mais il n'y aura pas d'image offensante durant ma projection, mais l'os le plus cutané, le plus sexy chez la femme étant la clavicule. Lorsque vous avez la psychorigidité d'un objet qui a une vocation émotionnelle, ça nécessite le scalpel, ouvrir et réparer les boulons. Voilà. Donc c'est ça la vie au quotidien. Donc je vous ai parlé de l'Uncanny Valley. Alors ça, on n'en parle plus du tout. Il n'y a qu'en France qu'on en parle, donc je vous en parle. L'Uncanny Valley, c'est un concept de Freud, de Jens, repris par Freud, c'est-à-dire c'est le sentiment d'étrangeté que a Nathanaël dans l'ouvrage de Hoffman, L'homme de sable. Donc il y a cette créature qui s'appelle Olympia, qui a donné lieu à l'opéra d'Offenbach, qui est une créature artificielle, et Nathanaël qui est un peu amoureux à ce sentiment, il ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, donc il y a cette répulsion. Donc là, sur le schéma à l'origine de Masahiro Mori, qui est le père de la robotique japonaise, qui est décédé il y a 2 ans, j'ai fait dans la revue Gradiva du musée du Quai Branly, j'ai fait la seule interview en Occident de ce roboticien japonais. Je pense que c'est assez intéressant parce que c'est vraiment inscrit dans la culture bouddhiste. Il a écrit un livre qui s'appelle Le Bouddha dans le robot, qu'il faut lire que quand on va au Japon, parce qu'ici on ne comprend rien, on se demande ce que c'est. C'est comme un ovni. Et donc là, il fait référence dans son schéma initial de 1969 aussi bien aux figures anthropomorphiques ou aux effigies qui sont immobiles ou aux effigies animées. Et donc la vallée de l'étrangeté, c'est là tout au fond où vraiment on a la trouille des zombies et on n'aime pas trop voir des cadavres.
Donc, mais par contre, sur la pente ascendante, et c'est là qu'est mon champ de recherche, c'est-à-dire, il y a mi-chemin, il y a le bunraku, le théâtre de marionnettes japonaise comme référence, et puis l'arrivée jusqu'au cyborg, c'est-à-dire les robots du professeur Ishiguro, où là, finalement, en 2005, lors d'un congrès de robotique, il décide d'implémenter cette partie où, pour vraiment atteindre une acceptabilité, non pas d'empathie, après je vais parler là-dessus, mais l'acceptabilité de la figure ultra-réaliste, il faut qu'il y ait quand même dans sa création une aspiration à un idéal artistique ou un idéal d'expression. Donc, voilà le résumé. Après, on peut y revenir. Donc, c'est le paradoxe entre ce qui est ressemblant et ce qui est familier. Plus ça nous ressemble, c'est pas évident que ça nous soit tant familier. D'accord ? Donc Masahiro Mori, il crée les premières mains artificielles au début des années 60 et il se rend compte, à ce moment-là, elles ont 3 doigts, et il se rend compte quand il y a les mains artificielles complètes en plastique, au début on tend la main et une fois qu'on touche le plastique, on a un sentiment de répulsion. Donc c'est ça qu'il analyse et il essaye de voir si c'est possible de surpasser cet état dans la relation humain-créature artificielle. Et ses références principales sont donc justement de la culture bouddhiste. Là, c'est un trésor national qui date du 7e siècle, la période du premier empereur Shotokun. Et c'est un miroku, c'est-à-dire que c'est un grand véhicule dans la religion bouddhiste. Et ce miroku a la particularité, non pas simplement comme on peut le retrouver dans la Joconde ou dans la représentation de l'archange Gabriel, un sourire primitif. C'est pas son sourire qui fait qu'il est pertinent, mais en fait c'est le fait qu'il ait les yeux mi-clos dans la position du zazen, c'est-à-dire que un Bouddha, contrairement à ce qu'on imagine, le zen ou la méditation zazen, c'est pas se détacher du monde, fermer les yeux et basta. C'est avoir les yeux mi-clos et aussi bien ne jamais perdre le lien avec l'extérieur et avoir une relation introspective. Et c'est en fait cet état-là qu'on cherche dans les machines. Et en fait, c'était ce que je constatais quand je voyais les robots dans les couloirs qui attendaient. Ben non, c'était des électroménagers arrêtés. Ils n'avaient pas un effet de présence qui prédisposait à engager de la communication avec eux. Donc le travail, c'est comment faire que les objets qui nous entourent, même notre électroménager, aient un effet suffisant de présence pour non pas communiquer avec vous, mais vous mettre dans une prédisposition de communication. C'est-à-dire, en France, ou dans notre culture occidentale, tout n'est que communication, transmission d'informations. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il y a quelque chose de très différent qui est l'effet de présence. C'est ce dont on parle souvent au théâtre. D'ailleurs, il y a un laboratoire à l'Université de Québec à Montréal qui s'appelle Effet de présence, qui a été créé par Josette Ferral. Et donc, il y a 7 éléments qui existent dans la théâtralité. C'est ça, finalement, qu'on doit implémenter dans les robots, qu'on doit implémenter dans les humanoïdes ou les androïdes. Donc, comme tout est très compartimenté au Japon et que je suis quand même une référence dans le monde de la marionnette, j'ai pu aller reçu au bunraku, j'ai travaillé 1 mois et demi au bunraku, c'est-à-dire ça consiste, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas toute la transmission japonaise dans tous les domaines des savoir-faire, même les sciences humaines pratiquement, c'est sur la réplication, sur le copier. Et ce qui n'est pas péjoratif, nous, c'est que juste dans la culture occidentale que cette notion-là a changé au XVIIIe siècle, et vos professeurs vous l'expliqueront. Et donc, je reste 1 mois et demi au bunraku et je fais le pont entre mon maître de bunraku, Kanjuro Sensei, qui est devenu trésor national entre-temps. J'ai rencontré l'année dernière, maintenant il est trésor national. Il faut lui offrir des plus grosses boîtes de gâteaux. Et donc, là, j'arrive à faire venir le maître de bunraku dans les laboratoires de robotique
pour justement implémenter des postures, des situations comme, par exemple, comme ils sont relativement statiques, on va avoir ces positions-là avec les mains posées sur les genoux, mais le buste doit avoir une certaine inclinaison. Quand vous avez un mouvement de la main, il y a une orientation du buste, il y a une orientation du visage, tout ça. Donc, tous ces petits réglages qui sont aujourd'hui de l'ingénierie, ils viennent du Bunraku. On les a empruntés aux techniques marionnettiques du théâtre traditionnel japonais. On peut reparler là-dessus, vous pouvez me questionner ensuite sur ça. Et donc on continue avec les scènes du quotidien qui sont toujours assez étranges quand on côtoie le professeur Ishiguro. Et donc ça c'est le deuxième clone qui s'est fait, parce que le premier, ça je peux le dire, l'image suivante il n'y a pas le droit de photographier. Donc ça, au quotidien, c'est des situations un peu surréelles, et c'est-à-dire que l'idée, au début, il avait fait Réplique 2, je vous ai montré au début, et c'était une speakerine de la télévision. Elle habitait à Tokyo, on travaillait à Osaka, c'était loin, et quand on est un chercheur, en fait, c'est toujours bien de se choisir comme modèle, parce qu'on a toujours nous sous la main. Comment dire ça ? On est toujours sous notre main, on est toujours présent en même temps. Et donc, il y a quelque chose de très intéressant, parce que là, c'est vraiment une expérience ontologique. Quand vous voyez dans une photographie, quand vous voyez dans un miroir, vous êtes à l'envers. La représentation que vous avez vous-même, que ce soit la photographie ou un miroir, c'est jamais vous-même. Quand vous faites votre clone, vous voyez à l'endroit. Et ça, comme expérience humaine, c'est très curieux. C'est très, 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 très curieux. Donc, pour lui, ça lui semblait important de se répliquer. Et notamment, il s'est répliqué 2 fois parce qu'entre son premier clone et son deuxième clone, il s'est fait une chirurgie esthétique, il était devenu plus jeune que sa marionnette, son robot précédent, donc il a senti la nécessité. Maintenant il est déjà au 3e, je ne sais pas s'il est déjà aux 2 chirurgies, mais bon, en tout cas il y a... donc là c'est au quotidien, je me coiffe, tu me coiffes, je te coiffe, c'est moi, je me prends en photo moi-même parce que tu bouges pas au moins, bon. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est justement cette histoire de situation. Et on n'est jamais, dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais été confronté à ce genre de situation. Et en fait, ce que je veux principalement faire passer, là je vous présente un PowerPoint, c'est facile, mais en général quand on présente des cours en Occident, on parle de concepts, on parle de choses abstraites, il n'y a pas besoin d'illustrer, et on s'entend très bien. Et au Japon c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on a besoin le plus souvent, pour faire rebondir de la pensée, on a besoin de créer des objets sur lesquels rebondit de la pensée. Et ces objets sont souvent parfaits pour être immobiles et souvent très précis dans leur mouvement. Et c'est ce que j'appelle des plateformes d'enchantement. Et quoi de plus intéressant que l'être humain, la réplication de l'être humain, la créature apparemment la plus complexe de l'univers, pour faire une plateforme d'enchantement, et pas seulement une plateforme d'enchantement pour le public, mais pour les chercheurs. C'est-à-dire que pour faire de l'humain, il va falloir, par exemple, si on fait même un humanoïde comme ça, il y a toutes sortes de senseurs de présence, des reconnaissances faciales, des reconnaissances vocales, des senseurs de distance, des senseurs de toucher. Vous allez avoir de l'électronique, du traitement de la voix, pour les autres, fabrication de la peau, des senseurs sous la peau, etc. Bon. C'est très compliqué et vous êtes obligé de faire travailler à peu près 60 disciplines ensemble. Donc, on parle d'interdisciplinarité souvent, mais vous savez, par exemple, au CNRS, il y a plus de 3 disciplines, on vous coupe 2 disciplines, c'est l'interdisciplinarité. 3 disciplines, on vous coupe aux subventions. Donc, là, on est
aussi bien des neuroscientistes, des mécaniciens, des spécialistes des fluides, de la mécanique, des neurosciences, de traitement de la voix, du son. Enfin, c'est des équipes avec des domaines de savoir vraiment c'est ça, créer un point de catalyseur qui crée la possibilité de tous ces gens-là travailler ensemble pour faire un truc qui sert à rien. Non, non, mais d'une certaine manière, il y aura, je continue de dire, il n'y aura pas forcément de robots dans notre quotidien, ni vos enfants, ni vos petits-enfants verront des robots dans la rue se déplacer sur deux pattes. Il y en aura quelques-uns, peut-être, anecdotiquement, mais ça ne va pas faire le quotidien de tous les jours. Donc là, l'idée, dans cette première pièce de théâtre, de première humanoïde qui est Wakamaru, qui était une plateforme que Mitsubishi a créée justement pour faire travailler différents chercheurs ensemble. Ils n'en ont produit que 90 exemplaires, puisque ce n'est pas la spécialité de Mitsubishi, mais par simple idée de comment faire travailler les gens ensemble, ils ont monté ce projet-là. Et donc là, c'est les deux premiers robots où il y a un rapport de distanciation, et tous les robots, et je me suis arrêté de travailler avec les robots de labo, à partir du moment où on a commencé à créer des robots acteurs. Tous les robots avec lesquels j'ai travaillé sont des robots qui étaient de recherche, qui étaient des robots domestiques, et donc où il fallait qu'ils créent un personnage. Comme un être humain doit avoir un rapport de distanciation avec le fait qu'il joue, qu'il interprète un personnage, etc. Donc ces deux robots interprètent des personnages qui vivent dans une maison où l'homme est au chômage, ne travaille pas, le couple n'arrive pas à avoir d'enfants, etc. Bon, on pourra revenir là-dessus, je pourrais vous raconter la vie de ces gens-là, c'est passionnant. Et donc après, il y a la deuxième pièce qui est cette fois-ci une mise en scène avec un androïde qui est Geminoid F, où là on a, dans le premier robot que je vous ai montré, il y a 56 mouvements, 56 actuateurs, donc il y a beaucoup de possibilités de panne, et là on n'a que 16 mouvements et elle est beaucoup plus efficace. Donc ça c'est un peu le résultat de mon travail, réduire le maximum, ne plus être dans le démonstratif, dans le mouvement, l'efficacité, mais dans l'expression et la situation changeant la qualité ou le sens du minimalisme de ces mouvements. Et donc, d'où cette possibilité vraiment de les mettre en scène. Avant, le précédent robot, c'était une pièce pour le système pneumatique. Aujourd'hui, ça tient dans un frigo-bar. Donc là, c'est un peu les 7 personnages en recherche d'auteur. Donc c'est différents Wakamaru, Replique 2, Geminoid F. Là, c'est un trésor national qui est un peu là, je vous confesse, une sorte d'automate qui est un Beisho Katsura, qui est un conteur de rakugo, qui est une des disciplines au XVIIIe siècle. Vous avez le bunraku, le no, le kabuki, le rakugo. Le rakugo, c'est un conteur d'histoire qui a juste un éventail et un petit chiffon et qui a un récit basé sur le comique de situation. Et donc là, comme ce trésor national avait perdu la voix, son fils enregistre son répertoire et on fait son clone pour le garder pour l'éternité. Enfin, voilà, ça s'use, le silicone quand même. Et donc là, deux robots. Moi, j'aime beaucoup ce type de robot, c'est-à-dire le lit d'hôpital, et puis RoboVie versus 3 qui sont ensemble. Voilà, donc vous imaginez le futur. Donc au quotidien, toutes les préalables pour mettre des robots en marché potentiellement, c'est en laboratoire avec de l'effet de téléprésence. Donc il y a ma collègue Ilona Straub qui contrôle avec la motion capture dans la salle voisine. C'est ce qu'on appelle Wizard of Oz setup. Donc c'est de la téléopération. Et moi je suis donc là vous voyez la capture de mouvement du visage. Et en fait vous avez plus ou moins la transposition du test de Turing jusqu'à cette période. On travaille sur le comportement humain, donc on est en vis-à-vis. C'est du test de Turing. Vous savez, quand on questionne si on a affaire à une machine ou un homme, qui était basé sur un jeu, Turing étant gay, dans les années 30, c'était à la mode
de faire deviner l'identité de quelqu'un qu'on mettait dans une autre pièce, mais quand on demandait si c'était un homme ou une femme, il y avait une confusion. Donc ça a eu inspiré la confusion qui existait entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Et donc ça, c'est le test qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui pour voir si la machine peut surpasser l'homme. Et donc, en fait, quand on est le dispositif du super magicien d'Oz, c'est plus ou moins la même situation jusqu'à présent. Mais moi, j'ai décidé qu'il fallait le mettre dans une situation de plus être en face à face, mais que le sujet ne soit plus le robot lui-même et ne soit plus la conversation, les enjeux de questions-réponses, mais la situation. Donc, après plusieurs mois, un mois et demi enfermé avec le robot, c'était ma performance conclusive qui a débouché sur la plateforme de recherche théâtrale, et je décide de manger symboliquement une pomme en présence du robot. Une très grosse pomme, ça a duré très longtemps, c'était un cauchemar. Et donc, avec Ilona en téléprésence, on teste justement les possibilités et qu'est-ce que ça introduit, qu'est-ce que ça amène en interaction, en confrontation, au niveau du regard, au niveau du clignement des yeux, au niveau de la parole, les délais de réponse, les synchronisations. On teste tout ça. Donc là, je vous dis, comme personne de théâtre, qu'est-ce que c'est la matière même de la recherche dans un labo de robotique? Alors, à ce moment-là, on parle d'empathie. On en parle encore beaucoup. On confond beaucoup l'empathie avec la sympathie. L'empathie, la plupart du temps, ce qui se passe avec des robots, c'est la sympathie. Et c'est très rarement qu'il existe de l'empathie, contrairement à ce qu'on dit. Pour qu'il y ait de l'empathie, en 2007, avec Ishiguro, on se rend compte que peut-être que l'intelligence artificielle ne serait pas au rendez-vous. Il faut imaginer qu'à l'époque, il n'y a pas le cloud qui fonctionne comme maintenant. Une pile, la performance que je vous ai montrée tout à l'heure avec les haut-parleurs, pour faire fonctionner un haut-parleur sur un plateau, c'est une pile de 4 kg. Donc, tout ça a réduit, tout ça s'est embarqué, ou tout ça est en Wi-Fi. Mais pour qu'il y ait de l'empathie avec une créature artificielle, il faut qu'il y ait de l'intelligence. S'il n'y a pas de libre arbitre, s'il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas d'empathie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas parce que le truc il vous sourit, qu'il est peint en rose ou qu'il a une apparence féminine qu'on va avoir de l'empathie. Ou qu'il a une apparence d'enfant. Ça, j'expliquerai tout ça aussi si vous voulez par la suite. Donc, à partir de cette expérimentation, je découvre que si on n'arrive pas à faire des trucs intelligents, en tout cas, comme metteur en scène, on peut le suggérer. C'est-à-dire que si on suggère qu'une machine a un inconscient, c'est-à-dire tous ces mouvements involontaires qui me permettent d'être présent, ça peut suggérer qu'il y a une conscience. Et personne ne va imaginer qu'il y a quelqu'un qui perd son temps à programmer ça. Sauf que je suis cette personne. Et non, mais en fait, un artiste, ça ne sert à rien. Dans un laboratoire de robotique, ça sert encore moins à rien. Mais souvent, ce qui sert à rien est essentiel et fait toute la différence. Donc, tout ce truc-là a été un palliatif avant l'arrivée de l'implémentation des nouveaux types d'intelligence artificielle qui ont, curieusement, pour la plupart, appauvri grandement et fait disparaître. D'ailleurs, on va monter une association de protection des intelligences artificielles qui ont disparu, parce qu'en voie d'extinction, parce que là, c'est très grave, parce que avec l'hégémonie des intelligences artificielles qu'on a aujourd'hui, on est en train de voir disparaître des choses beaucoup plus intéressantes et qui seraient beaucoup plus prometteuses pour le futur que les intelligences artificielles actuelles. Donc, mon boulot, c'est de faire programmer ces tout petits mouvements, donc des mouvements de 3 à 7 cm de taille, de distance, ou de 3 à 7 secondes. Donc, le travail, c'est des choses que vous connaissez aussi bien ceux qui sont en lettres que dans le théâtre, c'est-à-dire qu'on a aussi bien des effets de renforcement, les effets de personnages, des effets de réalité, des effets de présence. Et au Japon, il y a une expression qui est Sunzaikan,
qui est beaucoup plus complète. Et les 3 kanji qui composent Sunzankai sont justement référents à un éventail beaucoup plus large de ce que serait la définition de l'effet de présence. Donc, dans cet ouvrage, j'ai justement partagé tous les tableaux, les graphiques de ce qui constitue les outils de travail et qui sont en fait, qui pourraient être tout à fait utiles au travail de direction théâtrale aujourd'hui, puisque c'est pas comme la biomécanique de Meyerhold, où là il y a vraiment un travail sur le corps, mais c'est sur le sens et la disposition de tous les mouvements les uns par rapport aux autres pour créer la présence, pas pour créer l'expression, c'est-à-dire ce qui est en préalable même de tout ce qui est expressif, sensible dans le jeu théâtral. Donc, je vous montre par exemple un document de travail où là, on a souligné le type de mouvement défini, indéfini, et les types de distraction, des mouvements de rythme stéréotypés, des tics moteurs, qui peuvent être même des tics causés par la mécanique même de la machine. Parce que aussi bien il y a le mouvement propre du robot, il y a le mouvement qu'on implémente. Donc un robot, ça fait donc ça c'est des onomatopées avec des consonnes. C'est différent d'une exclamation qui va être avec des voyelles. Oh, ah, ah. Bon, voilà. Et ça, je reviendrai là-dessus après. Donc, qu'est-ce qu'on a ensuite? On étudie tout ce qui est relation de distance. Donc ça peut être fait justement sur une étude à long terme. En fait, mon étude, le fait de m'enfermer 1 mois et demi avec un robot, je suis la personne qui suis enfermée le plus longtemps avec un robot jusqu'à aujourd'hui. C'était en 2009. Et j'ai demandé les agendas de mes collègues et je me suis aperçu que toutes les thèses qu'ils faisaient, que je vous disais semblables à des thèses de Turing en vis-à-vis, en confrontation frontale, c'était toujours des thèses de 10, des protocoles de 10, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure maximum. Et c'est des machines qui coûtent des millions de dollars. Et donc, le reste du temps, elle ne bougeait pas. Donc, j'ai demandé, est-ce que je peux, pendant 1 mois et demi, on va parler d'interaction sociale, de comportement, on va voir sur la durée, qu'est-ce que ça fait. Donc là, ça permet de tester différents types de relations sociales, qui va jusqu'à certains degrés d'intimité, parce que ce n'est pas évident de toucher un androïde. On met quand même un certain temps, parce qu'on a effectivement ce sentiment d'étrangeté. Et puis en plus, comme c'est Shiguru qui ressemble à un samouraï, qui ne bouge pas, et qui met ses jambes écartées comme ça devant vous, et puis que c'est un professeur, il y a la hiérarchie, on ne va pas forcément toucher son clone. Donc voilà un peu le dispositif. Donc on n'est plus dans la frontalité, on commence à être dans une situation. Et donc, je commence à établir différents protocoles, aussi bien dans les configurations dans l'espace, le vis-à-vis, le dos à dos, et tout ce qui est entre finalement l'attention et l'intention. Voilà. Donc là, c'est proprement des choses qui font avancer pas seulement la robotique, mais les télécommunications. C'est-à-dire que quand, là en ce moment, tout le monde reçoit le truc d'Enedis, là, qui veulent vous vendre de l'énergie moins chère, voilà, c'est la tranche d'âge. Voilà. Ouais, barbe blanche, lunettes. Elle s'appelle Virginie, il s'appelle Julien, ils sont 4 à peu près, ce sont des robots, sauf que le délai du début, c'est de ma faute. Parce qu'il y a un délai simulé qui fait croire que vous avez affaire à quelqu'un. Et donc, moi, mon truc, c'était inventer des délais qui fait penser... En fait, quand vous parlez à un robot... Moi, je suis tombé... Ah, dans le panneau, ouais. Bah oui, c'est fait pour. Vous ne me répondez pas. Voilà, on abuse de vos nerfs. Non, mais en fait, là, c'est pas tellement élaboré, mais dans les laboratoires de télécom, quand vous répondez, là, on sait votre rythme cardiaque, on sait votre respiration, le rythme de votre respiration. Si vous commencez à parler, on sait la complexité syntaxique et on sait comment vous répondre. Donc vous parlez vraiment à quelque chose de super machiavélique.
suis responsable. Non, mais je me suis aperçu après. Parce que la première fois que j'ai répondu, et puis il y a le blanc, et puis si c'est oui, tapez sur 1. Si c'est 2, tapez sur 3. Et puis, non, putain, ils m'ont eu, quoi. Tu dis que le discours ne sera pas le même d'une personne à l'autre? Ça peut. Mais à partir de ton rythme cardiaque ou de ta respiration, et l'analyse de ta syntaxe, la longueur de tes phrases, le ton de ta voix, tout ça est analysé. C'est possible. Pas le truc pas les escrocs. Ils n'ont pas le temps de faire ça. Ils n'ont pas de temps à perdre, c'est la masse. Mais un serveur vocal de Bouygues peut le faire, je pense. Les gens qui sont dans les télécoms même, ou les compagnies d'assurance, les gens qui te vendent des trucs chers, les banques, les assurances, tout ça, ils utilisent des choses sophistiquées comme ça. Donc c'est fait, hein. Ça existe depuis plus de 12 ans. Donc, et personne, on ne le sait pas. Voilà. Donc, oui, voilà. Alors, donc, un peu ma méthodologie de travail. Donc, la proxémie, c'est l'approximation, la distance dans la relation. Ensuite, je classifie mes micro-mouvements et les micro-modes vocaux, que ce soit les onomatopées ou les exclamations. Tout ça pour renforcer l'effet de présence avant la communication. Après, les regards, en fonction des orientations, mais ça peut être les orientations de la tête, du buste et de la main. Hein, d'accord ? Un peu comme dans la liturgie baroque du catholicisme au XVIIe siècle. Voilà. Après, il y a la durée et l'orientation de ces regards. Les effets d'éthique, c'est principalement, moi, je programme d'éthique. Voilà. Les mouvements, et le maintien de ces mouvements, c'est-à-dire les standings et dans les directions et les orientations, les actions motrices, les actions en synergie, c'est-à-dire tout ce qui est synesthésie, des choses comme ça, et après la lexicalisation des interjections et des onomatopées. Donc, pour résumer, en fait, c'est ce qui se passe dans la Joconde. En fait, il y a toujours les Japonais qui photographient la Joconde. On pourrait penser que c'est à cause du sourire ou qu'elle suit au un quart de dixième de seconde du regard, votre déplacement. Mais pour moi, ce qui est le plus important dans la Joconde, c'est ce qui se passe au premier plan, c'est-à-dire qu'elle a sa main droite sur sa main gauche, ma main droite sent ma main gauche, je me sens moi-même, je sens non seulement ma peau, mon enveloppe corporelle, mais je sens aussi le vêtement. Donc le tissu ou ma peau, c'est ce qui recouvre mon corps. Donc ça, quand je touche ça avec mon épiderme, je renforce mon effet de présence. Et en fait, pourquoi on travaille avec des robots androïdes comme une peau? C'est justement parce que quand vous avez quelqu'un en face de vous, on ne se connaît pas, mais je sais comment que j'interagis avec vous. Je n'ai pas besoin de lire un manuel d'instruction, même si on ne parle pas la même langue, j'arrive à interagir. Et alors qu'avec mon téléphone, moi j'ai déjà beaucoup plus de difficultés, ma génération. Et donc le fait de créer des androïdes, ça ne va pas être une finalité en soi, mais comme plateforme d'émerveillement, c'est une plateforme qui ouvre justement ces possibilités de communication semblables à celles qu'on a avec un être humain, sans lire un mode d'emploi. Voilà. Donc Mona Lisa, souvenez-vous, quand vous verrez la prochaine fois, vous verrez qu'il y a ces mains au premier plan qui renforcent, qui sont presque au bord du cadre, qui renforcent cet effet de conscience de soi. D'accord ? Et là, c'est une photo un peu historique que j'aime bien montrer. C'est la première fois qu'un objet de théâtre sort pour devenir un acteur, un objet de labo, sort pour être un acteur de théâtre. Donc c'est Géminoïde F. Et donc vous voyez, on ne sait pas trop comment l'emballer. Elle est à Kyoto, au centre de recherche, et le lendemain, elle doit être au festival de théâtre de Tokyo. Et donc j'ai à la mettre sur une palette. Et parce que mes collègues chercheurs sont beaucoup plus jeunes que moi, et comme il s'agit quand même d'une jeune fille, ils ont quand même une certaine timidité à la toucher, la déshabiller, etc., bien que ce soit une créature artificielle. Donc moi je suis souvent en charge de réparer les créatures artificielles féminines, et donc pour pas altérer le silicone par frottement ou les vibrations des moteurs internes. Donc on lui retire les cheveux, on la déshabille, et puis on la fixe sur la palette. Et ce qui était très intéressant, j'aime bien cette photo parce que le lendemain, elle est floue, parce qu'on me dit non, il ne faut pas photographier. Alors que je la photographiais depuis des mois.
Mais elle était devenue une actrice de théâtre, bien sûr, elle était devenue une star, donc il fallait parler à son agent. Et donc sur la scène, vous voyez, il y a quelques subterfuges qui sont vraiment proprement la mise en scène. On lui met elle ne peut pas se déplacer, hein, elle a juste la motricité du buste, et on lui met des talons pour faire croire qu'elle a un équilibre. On lui met de la dentelle parce que quand elle bouge, la dentelle elle bouge, et elle a les cheveux longs, pas tenus. C'est ça que j'avais remarqué, c'est à partir de là que commence mon travail sur micro-mouvements, c'est-à-dire que quand un robot bouge et qu'il a des cheveux, on ne contrôle pas les cheveux. Et c'est ce mouvement naturel-là, c'est essentiel. C'est essentiel. Ne faites jamais une couette à un robot. Voilà. Et donc, voilà, et là, elle est là sur le plateau, elle attend. Et en coulisses, donc il y a un ingénieur, il y a Riki et Minako Inoue qui fait la téléopération. Et là, on est un peu comme dans le laboratoire avec le Super Wizard Effect. Et là, Minako Inoue veut bien s'occuper d'elle avant la représentation. Et donc, elle doit s'incarner dans elle est dans ce sens-là. Et en face d'elle vient une actrice. Que je vous ai montré dans l'image du début. Et en fait, la pièce de théâtre relate l'histoire d'une jeune fille qui a atteint d'une maladie incurable, et ce robot vient lui faire compagnie durant ces derniers jours. Et ce robot, en fait, est un robot de laboratoire qui était utilisé lui aussi en milieu hospitalier pour faire une interaction triangulaire dans des cas où une femme va chez un médecin homme pour ne pas créer un malaise et pour dédramatiser la situation. Donc c'est un robot qui avait déjà une fonction très particulière en termes de recherche. Et là, elle est avec son metteur en scène, Orisa Hirata. Et Orisa Hirata est le créateur du répertoire principal répertoire de théâtre contemporain, qui est le théâtre colloquial. Le théâtre colloquial, si vous voulez, quand Hirata commence à faire du théâtre au début des années 80, c'est une figure très importante de la culture japonaise. Il a été conseiller à la culture auprès de 3 premiers ministres, il a des programmes de télé toutes les semaines, c'est vraiment quelqu'un de très actif et qui est très productif dans le théâtre. Sa compagnie s'appelle Seneidan. Et au début des années 80, il y a finalement 2 types de théâtre au Japon. Un théâtre très influencé par la télévision, le cinéma américain, où les intonations vont complètement être artificielles, et puis les registres de théâtre traditionnel, no kabuki, qui sont tout aussi artificiels et qui répondent à des archétypes, chacun d'entre eux. Et donc lui, il crée ce qu'il appelle le théâtre colloquial, qui est en fait naturalisé des situations du quotidien. Et si vous voulez, c'est quand le théâtre colloquial, c'est je vous parle et puis je m'éloigne, je vais vers la coulisse. Je continue de vous parler quand même, comprenant que je suis dans la coulisse, et puis je reviens, et puis je peux parler en tournant le dos, je parle plus doucement, voilà. Je peux siffler peut-être, vous m'entendez, puis voilà, il y a plusieurs conversations en même temps. Il crée une espèce de truc naturalisation, un peu comme idéalement ce qu'aurait pu projeter Tchekhov en créant des situations et en ne donnant pas l'emphase sur le texte lui-même. Le texte ne vaut que si il est dans un contexte de situation que nous on appelle mise en scène, qui est souvent forcée, mais là le théâtre colloquial était tout à fait une plateforme idéale pour nous servir en même temps en tant que plateforme de recherche. Et donc là, pour conclure, et puis là après vous pourrez poser des questions ou revenir sur des éléments que j'ai traités. Donc je vous soumets ça, c'est intéressant parce que les onomatopées, Google Translation les traduit très très bien dans toutes les langues. C'est très très drôle parce que c'est complètement différent. Et donc là, j'ai classé ce qu'étaient les expressions spontanées et puis les phénomènes qui sont proprement le résultat de la machine. La machine, elle fait cronk, cronk, quink, quink, boum, boum, plac, plac. Donc là, c'est tout ce qui est idéophone et psychonyme, donc qui sont assimilables à des bruits mécaniques. Et l'autre partie, c'est plus ce qui est mise en scène, c'est-à-dire les phonèmes, qui sont des sons qui sont plus propres aux voyelles et donc classés parmi les interjections. Tadam!
Bon, c'était mes remerciements à toute l'équipe et le cadre. J'ai aucune idée de temps parce qu'après, je sais que je peux durer et je peux saouler. Donc, je pense que c'est mieux pour un temps de questions. Et puis, je vous réponds. On essaie de voir combien de temps on peut étendre ces questions. Voilà. On peut t'applaudir peut-être. Je suis un homme de théâtre. Oui, voilà. Je peux faire le cabotin, oui. D'accord. Allez, j'ai une question, je me lance. Vas-y. Du coup, en travaillant sur les robots, les machines, est-ce que d'un point de vue philosophique, c'est pas une manière, en mettant à distance, c'est un mot que tu as beaucoup, la proxémie, est-ce que c'est pas un moyen de mieux observer l'humain? Exactement. Je crois que presque tout ce qu'on fait dans n'importe quelle discipline, c'est pour apprendre plus sur l'homme. C'est pas parce qu'on est auto-centré ou quoi que ce soit, mais bon, on réfléchit sur des choses qui nous concernent. Et là, moi, j'ai beaucoup plus appris sur l'humain que sur la robotique en travaillant comme ça. Et en fait, on apprend aussi beaucoup sur soi. Parce que c'est un travail, et puis comment on se questionne, comment ça fonctionne. C'est pas pour rien. Les roboticiens français se moquent absolument de Ishiguro, ils rigolent, sauf que Ishiguro a peut-être plus de brevets que l'ensemble de nos roboticiens. Et ils ironisent sur le fait qu'il se soit auto-répliqué, comme quoi ce serait un acte de vanité et tout. Il y a un peu de ça, pourquoi pas, mais en même temps, il y a vraiment un vrai challenge de questionnement et une profondeur. Il y a une... Quand le premier jour où je me suis enfermé avec le robot, je suis resté 8 heures à parler. Je suis rentré chez moi, j'avais 2h30 de transport pour rentrer à la maison tous les jours, et je me suis dit, soit je suis dingue, soit c'est super intéressant. Le lendemain, je me suis enfermé 8 heures de nouveau, j'ai dit, c'est super intéressant, il se passe quelque chose. Et beaucoup de mes recherches, vous verrez en bas, il y a des petits films, je ne pouvais pas les présenter pendant près de 10 ans. Pourquoi ? Ce robot, c'est $1 million en développement. Et moi, mon travail, comme metteur en scène ou expérimentateur, c'était beaucoup sur des choses qui sont très très difficiles à justifier pour un sponsor, c'est-à-dire travailler sur les voyelles. A, O, I, O, U. Oh mince, A, O, I, O, U, c'est les lèvres, elles font le même mouvement. Oh, comment on va faire pour programmer ? Ou comment amener plus d'organicité dans une créature mécanique, c'est-à-dire faire des bruits de bouche, avaler sa salive, bâiller. Est-ce qu'on peut faire répliquer ? Moi, j'ai travaillé 1 semaine sur le bâillement. Après, j'ai travaillé pendant plusieurs mois sur le bâillement avec les singes, mais il y a des choses comme ça qui sont finalement très, 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 très importantes et qu'on ne se doute pas, qui, même chez nous, sont des choses qui définissent nos formes d'existence, nos manières d'être au monde, nos manières. C'est dans le Sonzai-kan est bien pour ça parce que c'est les facultés d'éveil, les facultés d'incarnation, les manières d'être au monde, les manières d'exister comment. Parce que ce n'est pas de l'imitation tout ça. C'est vraiment une dimension de l'être qui est fabriquée et comment il faut le connaître pour le refabriquer, pour le réassembler. Et jamais on a eu des outils pareils. Jamais on a eu des plateformes pareilles. C'est invraisemblable parce que même, bon, je pense qu'on va parler des robots qui marchent, mais je devais écrire un article, j'ai abandonné là, ce qui est rare, parce que j'ai pris le dernier test sur les robots qui marchent. J'ai cherché le mot équation, et je pensais il y a 20 ans, on en était à 70 équations qu'on transforme en algorithmes, etc. On est toujours à 70 équations pour faire marcher un truc. Donc ça reste très compliqué. Et à travers tout ça, on apprend plein de trucs. C'est absurde de faire marcher un robot, mais on apprend plein de trucs. Voilà. Ne serait-ce que pour réparer des gens, quoi. Voilà.
Oui. Moi, je vais bien enchaîner. En fait, c'est sur les. Merci déjà pour ce récit, ce parcours, et puis ces réflexions sur les robots, le théâtre, nous-mêmes. Mais sur la question, vous avez expliqué sur l'effet de présence, comment vous avez travaillé, par exemple, en faisant le bâillement, etc. Et je voudrais faire venir sur l'apport du maître de Bunraku, c'est-à-dire quand il est venu travailler avec vous, qu'est-ce qu'il vous a apporté? Est-ce qu'il est venu avec des marionnettes, ou regardez ce que le robot faisait, et puis vous donner des... Comment ça s'est fait Bon, en fait, j'avais un peu mastiqué le travail. Et le maître de Bunraku, alors le Bunraku, ce sont 3 personnes. Il y a un qui manipule les jambes, qui va être la gravité, ce qui est important. Ça, c'est l'apprenti. Il va peut-être mettre 20 ans avant de manipuler la tête. Hein. Pendant 20 ans, il va manipuler les jambes. Il y a le bras gauche, qui se synchronise avec le bras droit. Et le maître a le bras droit et la tête. D'accord ? Donc, la tête, c'est juste les mouvements de la tête. Il y a très peu de marionnettes de Bunraku qui ouvrent et ferment les yeux. Et donc, il y a toute une histoire de synchronisation. Alors ça, c'est très important. Il n'y a pas de texte scientifique là-dessus. Il n'y a pas d'article encore. Surtout le problème entre la synchronisation et la coordination. C'est-à-dire... quand vous vous regardez dans une glace, qu'est-ce que c'est? C'est coordonné ou synchronisé ou voilà, c'est des questions comme ça. Donc quand on est en marionnette, on est dans la manipulation. Donc on va essayer de soit synchroniser, soit coordonner, ce qui est très différent pour moi. Synchroniser, ça va être sur un espace. On synchronise les mouvements du visage, on coordonne le bras avec la tête, par exemple. Et donc, là, il s'agit de définir ça. Quand le maître de Bunraku ne l'énonce pas, il le fait. Il n'énonce jamais. Vous regardez, vous apprenez. Dans le meilleur des cas. Il n'y a qu'une manière de savoir comment on manipule la tête de Bunraku, c'est quand on est dans les pieds, quand on est l'apprenti des pieds, c'est nous qui ramenons la marionnette en coulisses. D'accord ? Et quand vous prenez la marionnette, vous essayez de prendre la main du maître. Et en prenant la main du maître, c'est la seule manière de savoir comment le maître tient la marionnette. Il y a un autre truc, vous regardez la main du maître et regardez où il a des cales. Et vous savez où chaque commande de la marionnette appuie. Donc le maître, il ne va jamais énoncer. Donc moi, comme j'étais longtemps avec lui, il y a eu un truc exceptionnel, c'est qu'il y avait 2 projets sociaux du théâtre de Bunraku d'Osaka, un dans le collège de l'autre côté de la rue, et l'autre dans un village de femmes, de paysans, dans le théâtre de Gioruri, de conteurs, qui avait implémenté du Bunraku. Ils allaient enseigner quelques soirs par semaine, très loin dans la province, à des femmes. Et là, il y avait un petit peu de transmission. Donc j'ai réussi à comprendre des éléments de transmission. Mais quand je suis allé quand il est venu, ça a été proprement comme ce que je vous ai montré, c'est-à-dire la posture, c'est-à-dire qu'est-ce qui est avant la parole. La marionnette ne parle pas puisqu'il y a les compteurs qui sont disposés à court, le groupe de Gioruri avec les joueurs de Shimasen. Donc c'est la construction archétypale du Bunraku. Vous avez la scène plus les conteurs et les instrumentistes. Il y a des fois un conteur à jardin qui est dissimulé. Mais la marionnette ne parle pas, la voix ne vient pas. Donc il doit s'incarner suffisamment sur scène pour que l'un des 7 conteurs, on sache que c'est lui qui parle. Donc comment une marionnette qui n'ouvre pas la bouche, et il n'y a pas de sonorisation, qui est de cette taille-là dans une salle immense, comment on sait que c'est elle qui parle? Donc il va y avoir une histoire de posture, d'inclinaison du buste, la tête qui va se positionner, s'il y a un geste, où est le rapport de la tête par rapport au geste? C'est-à-dire que je faisais la référence à la liturgie baroque des prêcheurs du XVIIe siècle.
Donc, quand Padre Antonio Vieira il prêche, par exemple, il dit qu'il faut mettre, pour un certain sentiment, mettre le main sur le cœur, élever le bras en l'air et regarder vers le haut. Ou bien regarder la main, ou bien tendre la main vers le bas, mettre la main droite cette fois-ci sur le cœur, regarder. Tout ça, c'est énoncé dans la liturgie. Et tout ça a des fonctions d'appui de la rhétorique. C'est la même chose au Bunraku. Donc, nous, on doit travailler sur l'économie de moyens, parce que c'est lourd programmer. Avant mon travail sur les micro-mouvements, on programmait des loupes de mouvements de 20 minutes pour donner l'effet de présence, c'est-à-dire respiration, cligner les yeux, ouvrir, fermer la bouche, déplacer un peu les bras sur les accoudoirs. Ça, c'est très, 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 très lourd. Si on fait une loupe de programme pour que ça n'ait pas l'impression d'être répété, alors que moi, c'est 7 pour créer une personnalité développée. Enfin, c'est comme Villiers-Ladan qui fait cette remarque très sexiste pour créer une créature artificielle féminine. Il suffit que de 24 mouvements. Et donc, moi, je pense qu'avec 7 mouvements, 7 tics, avec des séquences et des loupes espacées, vous arrivez très facilement à créer une personnalité, c'est-à-dire un tapotement, un grattage, peau contre peau, voilà. Vous en 7, vous les intercalez, vous aléatoirement, sur une distante, avec la parole, vous créez un effet de présence. Donc, c'est le maître de Bunraku, il monte l'économie de moyens. C'est ça, c'est la virtuosité, elle est dans la maîtrise du rien. Comme dans toute la culture japonaise sans doute, d'une extrême finesse, et avec les machines on peut le faire. On peut le faire. Et c'est cette économie qui va donner une qualité artistique, qui va donner un degré d'expression ou d'ambition, d'expressivité artistique. C'est une question vraiment d'esthétique, de recherche. C'est pas créer des choses hyper expressives, caricaturales, exagérées, tout ça, ou vraiment imiter. Non, il faut qu'il y ait ce rapport de distanciation de l'objet qui interprète, que ce soit un objet ou un acteur, ou un objet dans le théâtre d'objets. C'est marrant parce qu'une fois on m'a dit les objets sociaux ça n'existe pas. Et pour moi, quand je m'exprime, ça c'est pas un objet social. Voilà. C'est tout. Et donc, ça me fait transformer complètement. Je ne suis plus la même personne quand je parle avec ça. Et cet objet qui est inerte ici devient autre chose là. Et ce qui est intéressant, c'est dans la marionnette de Bunraku, du fait qu'il y ait plusieurs manipulateurs, ça montre que la médiation de la communication, elle passe forcément, nécessairement par une triangulation. C'est-à-dire, même quand je parle à vous, quand je parle au téléphone, c'est une triangulation. Quand je parle à vous, il y a d'autres choses qui interfèrent. Il va toujours avoir un rapport. On n'a plus tellement de super-égos et tout, je le concède, mais il y a toujours quand même un rapport de triangulation, même quand on est face à face. Et c'est ça que la marionnette, je pense, implémente sur la scène, en créant du vivant avec de l'inerte. Et cette connaissance peut être implémentée dans la robotique. Dans quelle mesure un robot ou une marionnette est sur scène, quand est-ce que c'est un robot ou une marionnette? Parce que la marionnette implique un manipulateur, tu l'as dit plusieurs fois, le robot a un ingénieur qui est plus ou moins derrière, et du coup la frontière, Moi je dis c'est basiquement la même chose, mais il ne faut pas le dire aux roboticiens. C'est un truc dont on a parlé hier, j'avais un problème d'interrupteur. C'est la marionnette ou le robot ou un acteur, c'est comment que ça se met en route et comment que ça s'arrête. Comment que ça vit, que ça meurt. Enfin, un objet qu'on éteint. Vous l'avez chez Darty au service après-vente, c'est très important pour les futurs acteurs. Et vous allez écouter comment les gens arrivent avec leur mixeur et parlent de leur mixeur. C'est quoi le problème, madame? Ils toussent. C'est quoi le problème, monsieur? Oh, il fait trop de bruit. Non, mais ils vont toujours anthropomorphiser. Et le premier truc que nous apprennent les objets, c'est qu'ils fonctionnent avec des interrupteurs. À part le seul objet sans interrupteur qu'on balance par la fenêtre, le jouet Furby, voilà, de chez Hasbro. Vous connaissez tous Furby.
Ouais, le petit robot horrible poilu qui ressemble à Creepy de chez Hasbro. Non, vous n'avez pas eu ça, non. Bon. Voilà, les parents n'ont pas autorisé parce qu'il n'y a pas d'interrupteur. En fait, ça ne s'arrête jamais. Donc, tant qu'il y a du bruit et que ça bouge, Furby, c'est... Donc, ça, c'est bon, le robot extraordinaire. Et faut en avoir un dans les archives. Hein. Je dois en avoir un en rab. Ma fille était roboticienne chez Hasbro et on a plusieurs Furby à la maison. J'avais une question par rapport à peut-être que vous l'avez déjà dit, par rapport aux effets de présence. Est-ce que c'est possible d'avoir des effets de présence dans justement des objets sociaux qui ne sont pas anthropomorphes? Oui, tout le théâtre d'objets est basé là-dessus, basiquement. C'est essayer de donner une essence aux objets, une forme d'existence. Bien sûr, il y a des cultures où c'est encore plus présent, puisque il y a des esprits dans tous les objets, ou il y a des cultures animistes. Il ne faut pas faire la réduction que c'est parce qu'on est dans une culture animiste qu'un objet a un effet de présence différent. Non, c'est la manière de le mettre en scène. Oui, on peut créer une présence, on peut créer une vie dans votre bouteille, dans votre gourde. Là, elle peut vibrer. Si vous regardez à certains moments, l'eau, elle bouge toute seule. Vous ne savez pas pourquoi. Est-ce que ce ne serait pas une projection? Est-ce que les effets de présence, ce ne serait pas justement une projection de nous sur les... Oui, mais moi, quand je ne suis pas à la maison, je suis sûr que les objets, ils font des tas de trucs. Hein. Voilà. Non, on projette, mais comme on projette au-delà, même quand ils ne sont pas devant nous, qu'on a de l'imagination, ça ne les empêche pas d'exister pour eux-mêmes et d'avoir une vie propre. Voilà. Par exemple, quand vous allez sur un marché aux puces, vous choisissez un objet, non, c'est l'objet qui vous choisit. C'est très rare que vous ayez besoin de l'objet et que vous alliez au marché aux puces en disant j'y vais pour avoir cet objet. Non, c'est lui qui vous a trouvé. Ça a plus de sens comme ça. Donc je pense que les objets ont beaucoup plus, sont beaucoup plus sympathiques que la plupart des êtres humains en plus. Oui. Pour continuer, merci beaucoup. Vous avez l'habitude on vous suit depuis longtemps. Oui, je suis désolé, je me suis répété là. Non, justement. Non, ça évolue, j'espère. Parce que la dernière fois, c'était il y a 6 ans. Non, c'est Julie qui était moi. Bon, d'accord. C'est Johanna de Strat. Oui, ma collègue de Strat, oui, voilà. à Sèvres. D'accord, j'y arrive. Oui. Et donc, vous parlez souvent aussi de la narration. Oui. Et là, je ne l'ai pas entendu parce que la narration nous appelle. Oui. L'objet d'une brocante fait une histoire avec nous à un moment donné. Il nous parle parce qu'on continue l'histoire. On s'entraîne à raconter des histoires avec nos objets. Et là, on a l'impression il y a besoin de l'histoire. Et donc, la question, c'est comment on continue à s'entraîner à parler à ces robots-là, ou est-ce qu'à un moment donné, on va arrêter parce qu'on a marre, certaines personnes ont marre de ça. Je vous remercie. En fait, c'est vrai que le grand enjeu, quand je parle de situation, de contexte, c'est des enjeux narratifs, c'est des enjeux de langage. Hein, c'est bien sûr, beaucoup de choses sont basées sur l'étude du langage. Et une fois, Cynthia Brezel, la grande papesse de la robotique sociale du MIT, m'avait demandé Zaven, t'es un artiste, c'est quoi the next big thing in art, c'est quoi le prochain gros truc dans les arts et tout. Je lui dis la narration. Ça, c'était en 2012, et effectivement ça naît aujourd'hui, c'est une discipline en tant que telle, le storytelling, hein, tout le monde fait du storytelling maintenant. Et tous les systèmes intelligents sont basés sur des formes narratives. Alors, le problème avec l'intelligence artificielle, c'est que c'est souvent réducteur et cumulatif, c'est-à-dire qu'on va superposer des choses, mais ça reste, pour moi, l'étude des formes narratives, ça reste le seul élément pour nous permettre de construire des intelligences artificielles. Je vais expliquer rapidement.
je reviendrai pour faire un exposé sur il y a un petit dispositif qui s'appelle la Getbox, qui est un hologramme, qui est un chatbot japonais qui a été développé en 2016. Et aujourd'hui, pour son ouverture au marché international seulement il y a 2 ans, ils ont implémenté ChatGPT. Et je suis désolé, c'est un charmant petit robot qui est une jeune fille manga qui s'appelle Ikari. Elle est devenue bête grâce à ChatGPT. Pourquoi ? Parce que ChatGPT, il est que dans une relation maître-disciple. Souvent on dit maître-esclave parce qu'on assimile les robots à des ouvriers, mais ce n'est pas le cas. En termes de langage, il s'agit proprement de maître-disciple. Et comme la plupart des chatbots, même ceux qui vous harcèlent, ils ne font que répondre à des questions. L'intelligence artificielle aujourd'hui ne fait que répondre à des questions. Il n'y a pas, vous me citerez une intelligence artificielle. Elles ont toutes disparu, celles qui parlent spontanément. Et Ikari, en 2016, elle parlait spontanément. De nulle part, elle avait une relation intuitive. C'était assez extraordinaire parce que ce chercheur-là, c'est une petite d'entreprise japonaise. À cette année-là sort Pepper, qui est un robot imbécile. Excuse-moi pour tes recherches. Et en même temps sort Alexia. Et il est très frustré. Bon, parce que Pepper est un espèce d'autiste qui est une rampe de lancement d'accueil pour des boutiques, quoi, pour vendre des trucs. Et puis Alexa, elle vous répond qu'à des questions. Et donc, il crée Ikari. Et Ikari est basé sur est relié avec le cloud et relié avec une application mobile. Donc, elle est en lien avec vous durant la journée. Mais par exemple, vous êtes à la cantine et puis elle connaît vos goûts, elle sait ce que vous allez chercher dans le moteur de recherche. Et donc, par exemple, vous êtes à la cantine, il y a des nouilles de la friture et de la soupe. Il dit « Ah, je ne sais pas ce que je mange aujourd'hui. Écoute, tu as l'habitude d'aimer les nouilles, mange des nouilles, tout ça. » Bon. Et puis, vous rentrez à la maison, puis Carrie qui s'occupe un peu de la domotique, qui vous allume la lumière, avec votre thermostat, la radio, la musique, tout. Elle est incarnée, c'est une petite créature de cette taille-là. Elle va dire spontanément « Oh, tu sais, j'aime vraiment le poulet frit. » De nulle part, comme ça. Et par un certain nombre d'associations d'idées intuitives, un timing, elle existe. Elle s'inscrit dans votre vie parce qu'elle a une vie propre. Et le problème de l'absence de narratif, c'est que toutes nos intelligences artificielles n'ont pas de vie propre. Si vous éliminez, si vous avez l'habitude de parler avec des chatbots, ils se réinitient presque tout le temps. C'est juste si vous commencez à faire des jeux de rôle et que vous faites des relations de triangulation, faites des effets stylistiques dans la relation et que vous complexifiez ça, que ça devient intéressant. Mais si vous... Je ne dis pas qu'il faut... Le problème de l'être humain, il veut challenger toujours la personne devant laquelle il est. Donc l'intelligence artificielle, on veut toujours la mettre en difficulté. Ça, c'est un biais. On veut toujours, est-ce qu'elle est intelligente ? Bon, non, c'est pas ça. Mais il faut créer une complexité dans la relation qui est celle qu'on a avec nos semblables. Et pas être dans cette relation disciple-esclave et penser qu'on a un truc qui va nous répondre à nos questions. Voilà. Il y avait un truc qui répondait vachement mieux à nos questions il y a 3 ans, c'était Google, qui était vraiment, vraiment, vraiment mieux. Je suis désolé pour la recherche et les étudiants, mais là, c'est un deuil. C'est devenu lamentable. Bon, mais grâce à l'intelligence artificielle. Donc, voilà. Quoi d'autre de plus optimiste? J'ai une question sur l'empathie. Oui. Vous en aviez parlé comme quoi on faisait aussi beaucoup de robots enfants ou féminins. Et je voulais savoir j'imagine que c'est des biais socio-cognitifs qui font qu'on fait ces choix-là. Merci. Et j'aimerais en savoir plus. Oui, alors il y a 2 choses. Alors, les enfants et les femmes et les animaux sont les exclus de l'histoire.
sauf qu'ils sont super pratiques en robotique, pas pour des questions de sexisme. Hein. Bien que ce soit une société excessivement misogyne, quand vous travaillez en télécommunication ou en robotique, il y a différentes configurations qui se posent. Bon, là tu connais mes démonstrations. Donc Wakamaru a cette taille, 1m10. 1m10 c'est un enfant, et Wakamaru a un développement cognitif d'un enfant on va dire de 8 mois à 4 ans, d'accord, à 36 mois, ou 33 ans, 3 mois, jusqu'à 4 ans. Et donc la hauteur est un problème de stabilité. Parce que si c'est plus grand, ça vous tombe sur le pied, l'assurance ne va pas forcément rembourser l'opération du pied. Donc il y a un truc de stabilité, il y a un truc de hauteur. Bon, une femme, c'est la même chose pour la partie langage que l'enfant. Quand vous êtes en télécom, le traitement de la parole, ça doit être très 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 rapide. Et la compréhension de la parole, ça doit être très 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 rapide, où il doit y avoir des énoncés clairs. Et quand vous vous adressez à un enfant, vous parlez comme ça, vous parlez doucement, vous approchez. Donc vous êtes plus près du senseur et vous parlez plus articulé. Donc la machine vous comprend mieux. Et une femme, vous parlez plus lentement et plus doucement, instinctivement. C'est un biais culturel. Ça date de plusieurs millions d'années. Donc on utilise ça parce que c'est des plateformes beaucoup plus faciles avec lesquelles interagir, mais pas pour des biais culturels, pas des biais sexistes, misogynes, ou parce que c'est... Après, Wakamaru, dans le fascicule de démonstration, son regard doit évoquer la mélancolie d'une femme au foyer qui attend son mari jusqu'au soir. Ça, c'est vrai que c'est assez fort en chocolat. Mais bon, on va passer outre, mais moi j'en reste à la taille, parce que Wakamaru doit reconnaître 10 voix différentes et 10 visages différents. On est en 2008-2009. Donc, si vous avez cette taille, que vous êtes dans un shopping center comme hôte d'accueil et que vous avez la lumière dans les yeux, vous allez avoir du mal à reconnaître les gens. Donc, il faut affiner l'oreille. Et si vous êtes dans un hall où il y a beaucoup de gens qui parlent en même temps, il faut affiner le regard. Donc, c'est tout des ajustements, mais c'est de la télécom. C'est de la télécom technique. Ça, c'est pas, on n'est pas du tout dans l'empathie. Parce que c'est un enfant ou une femme. Ça aide. On va beaucoup moins facilement battre une femme ou donner un coup de pied à un robot femme ou un robot enfant qu'à un robot homme qui vient avec une cuirasse. Non, mais c'est une question. C'est une vraie question. Mais je tiens toujours à souligner que quand même, c'est un biais pas seulement cognitif, mais c'est un biais technique. Voilà. J'ai une petite question pour revenir au théâtre. Est-ce que tu penses qu'un jour on arrivera à des acteurs augmentés avec la technologie ou... Augmenter, tu sais, comme par exemple on augmente certains ouvriers avec des exosquelettes Oui, il y a déjà tout ça, hein, la panoplie. Si vous regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'on se pose souvent la question dans le futur, qu'est-ce qui va être la créature artificielle qui va être dominante. Donc quand vous regardez Blade Runner 47, là, le dernier, vous avez justement tous les différents modèles d'incarnation. Vous avez l'hologramme qui est proposé dans les salles de spectacle, qui est une forme d'augmentation. Vous avez le chatbot, vous avez le robot Android et vous avez le robot humanoïde. Et c'est vrai que tout ça va vivre ensemble dans une écologie du futur. Et l'acteur augmenté, il y a les expériences de Stellar, il va venir au mois de juin pour faire une performance avec Marie Curie s'ils ont envie de travailler. Donc Stellar, il a une performance de l'homme augmenté hallucinant avec laquelle il n'a pas fait de répétition avant. Stellar, c'est un artiste roboticien australien, il a un peu plus de 70 ans. C'est l'homme qui a greffé une oreille dans son bras.
Si vous allez sur Internet et tout. Et donc, il y a une expérience où il a un bras en plus, du son, des yeux et des jambes qui sont articulées. Et il y a une personne à New York qui est dans la rue qui entend, il a le son. Il y a une personne qui est à Singapour et qui voit ce qui se passe dans la rue. Il y a quelqu'un qui est au Canada qui fait bouger son bras droit. Et il y a quelqu'un qui marche je ne sais pas où en Australie avec ses jambes. Il a tenu 8 heures comme ça. Il est hallucinant. Hallucinant parce qu'on sort vraiment avec des séquelles normalement de ça et tout. Et donc c'est ça vivre le corps augmenté. Lui c'est l'extrême. Hein. Il n'y a personne qui le vit. Même après lui, il n'y aura personne qui ira à l'extrême comme ça. Pour moi, c'est assez paradoxal ce que tu dis. Parce que par exemple, là, tu dis que par exemple, l'hologramme, c'est une forme augmentée du spectacle. Pour moi, c'est une forme en moins diminuée. Parce que justement, il n'y a plus les corps. Oui, mais quand c'est la super... Dans l'effet spécial, il y a des points où... Ikari, déjà, la présence est tellement forte que tu te prends au jeu. Tu n'as plus besoin de savoir si c'est vrai ou pas vrai. C'est justement ça. C'est ce qui est réel ou artificiel. Pour moi, c'est pas tellement important si l'effet de réel est suffisant. Et même tout ça, c'est pas tant l'efficacité comme telle, mais bon, je fais souvent référence à la liturgie et tout ça. C'est des effets de croyance. C'est la base de la sociologie avec la magie et tout, les premiers textes sur la croyance ou non, te laisser aller à croire la supercherie ou donc c'est système de croyance. Il y a un robot avec lequel je bosse pendant 8 heures, c'est évident qu'il tombe en panne tous les jours. Donc un jour la voix ne va pas fonctionner, un jour il ne va pas cligner des yeux, un jour il ne va pas fermer la bouche, un jour il va rester comme un poisson mort. Donc tous les jours je suis obligé de reconstruire une relation basée sur autre chose et pour y croire moi-même et pour vraiment avoir envie de continuer. Sinon je décroche. Donc c'est bien moi qui projette dans l'autre ce que j'ai envie de croire, d'exister, ou sinon il n'y aurait pas de religion. Non, mais c'est l'incarnation de... Non, puis c'est la possibilité qu'il y a un autre, vraiment. Et ça, c'est la condition de spectateur. Et c'est ça la différence entre le roboticien et l'artiste. C'est que l'artiste, il sait qu'on fonctionne dans des systèmes de représentation. Quoi que je dise ici, toi, tu vas interpréter d'une manière différente, vous allez interpréter d'une autre manière, tu vas interpréter... Bon, et peu importe le contrôle que j'ai sur mon jeu ou les sentiments que je mette dans mes paroles, c'est le spectateur qui a le dernier mot. Donc c'est bien une question d'enjeux de théâtraux. Et les interactions avec les objets, c'est ça. Ils peuvent se questionner justement en termes de dramaturgie, d'inscription dans une narrative. Voilà. Il y a une chose sur l'onirisme aussi, parce que par exemple, quand tu travailles sur le colloque des chiens d'après Cervantes, c'est aussi, je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre de la vie est un songe de Calderon. Enfin, on sait très bien distinguer la part de réel aussi dans les machines qui sont produites, parce que c'est des univers très fantasmatiques. Enfin, on projette énormément de choses, de la dystopie même dans ces objets, ces machines. Donc parfois ça devient difficile de savoir dans quel... Tu disais tout à l'heure qu'au Japon on est soit dans le futur, soit dans le passé, mais jamais... Voilà. Et à côté de ça, tu montres le bouddhisme, où justement c'est ce temps de l'éveil, justement, qui est peut-être cette présence, ce temps... C'est le seul moment, oui, c'est vrai. À l'opposé du Japon qui est... Oui, c'est la fraction de seconde où tu existes vraiment parce que tu es à l'intérieur et à l'extérieur dans l'instant T, quoi. Mais ça rejoint aussi le travail de l'acteur qui est mort avant d'entrer sur scène et qui meurt. J'ai pas fini de ta précédente question justement sur l'interrupteur. Et c'est ça, qu'est-ce qu'on met... c'est les interstices. Ouais. À partir de quel moment ça commence, à partir de quel moment ça se finit. Le robot il pose la même question, à quel moment s'arrête l'humain, Mais autre chose, c'est pas forcément la peine de mettre les choses dans les catégories. C'est peut-être ça la chance de rencontrer d'autres cultures que la nôtre, qui mettons tout dans des tiroirs et des classifications. Donc il y a des choses qu'il faut maintenir à la frontière de l'inexplicable ou du je ne sais quoi. Et c'est ça, moi je construis des machines, j'essaye pas d'être démonstratif de quoi que ce soit. Moi je fabrique, c'est compulsif, mais quand
il y a la nécessité de fabriquer, c'est ça, mais beaucoup de choses qu'on voit, il y a carrément pas de motivation, pas de nécessité derrière. Donc là, c'est plus ça qui me pose problème. Mais quand on est confronté à un objet qui pose plein de questions et qui répond à aucune, c'est ça qui est intéressant. Et tous ces objets-là continuent de nous poser des questions. Et on les fait pour ça. C'est ça, je parle de l'intelligence artificielle ou des objets, des chatbots comme des choses qui répondent à nos questions, mais non, mais ils sont intéressants quand ils nous posent des questions, vraiment, quand ils posent questions. Voilà. Et donc, cette association pour les IA qui sont engagés, elle est déjà montée? Non, je milite. Non, mais si vous regardez, il y a beaucoup d'intelligence artificielle des années 60, comme Elisa, puis après Alice et tout ça, qui sont des choses assez remarquables. Et vous allez sur les archives d'Internet, vous allez sur Loebner Prize, c'est la version compétitive du prix de Turing qui a été fait par un monsieur qui s'appelle Loebner, qui a fait fortune dans le transport routier en Grande-Bretagne. Et chaque année, il y a une compétition du test de Turing avec des intelligences artificielles. Tout est en ligne. Et les dialogues sont absolument remarquables. C'est des pièces de théâtre. Je vous conseille de regarder Alice 2001-2002, où il y a des dialogues de la deuxième version d'Alice. L'intelligence artificielle dit au bout de 10 phrases qu'elle est une intelligence artificielle et elle gagne quand même. Parce que normalement, la supercherie doit montrer qu'on n'est pas une intelligence artificielle, se faire passer pour un humain. Mais là, il y a une telle mise en abîme et c'est tellement ironique qu'on croit vraiment qu'on parle à quelqu'un qui se fait passer pour une intelligence artificielle qui dirait qu'elle est la meilleure, etc. et c'est vraiment des objets dramaturgiques et on ne les a plus aujourd'hui. Comme personne de théâtre, si vous avez des dialogues ready-made là, de choses impeccables. Il y a des années où, par exemple, il y a des humains, on croit que c'est des intelligences artificielles, en particulier quand c'est les spécialistes de Shakespeare. C'est très drôle parce que les études théâtrales, surtout en Amérique du Nord, sont très monomaniaques et les types viennent des encyclopédies vivantes. Et donc, quand on les confronte à des questions, ils répondent comme des machines, quoi. Ils savent tout. Et donc, ça biaise complètement les tests sur les machines elles-mêmes. Et on dit, mais à qui on parle? C'est absurde. Je crois que il y a une dizaine d'années, il y a eu il y a 12 ans, le problème avec les spécialistes de Shakespeare et l'intelligence artificielle, c'était une aberration. Ils étaient tombés sur un gros malade. Mais bon, c'est vraiment des personnages, des incarnations. Moi, comme je vois ces dialogues et tout, et me dire qu'on a perdu ça, parce que là, on est dans de l'empilement là en ce moment. C'est pas pour ça que c'est pas passionnant, parce qu'on a des savoirs. C'est marrant parce que Ishiguro, il est très malicieux, il a toujours les réponses déjà prêtes pour les questions. Chaque fois, quand on donne beaucoup de conférences comme ça, quand on est dans une école d'ingénieurs, par exemple, on a tout de suite des questions sur les drones. Là, il n'y en a pas eu, c'est une école d'art. C'est des études en art. Donc, première question, les robots qui tuent des gens, tout ça. Là, les 3 premières questions. Donc, il faut être entraîné, savoir répondre à ça et tout. Quand on va chez les roboticiens, c'est les robots qui marchent. Bon, ok, on répond à la station verticale, les 57 équations, les algorithmes, tout ça. Bon, les degrés de liberté. Bon. Et quand on est en art, ou quand on est avec le public de tous les jours, quoi, les gens qui viennent de la rue, tout ça, il y a toujours ce type de questions. La personne dit « Oui, mais moi, je ne croirais à l'intelligence artificielle que quand il y aura une intelligence artificielle capable de composer quelque chose comme la 5e symphonie de Beethoven. » Et Ishiguro, il dit « Ah oui ? Mais vous avez beaucoup d'amis compositeurs. » Voilà, c'est ça, c'est que la bêtise humaine, elle est très large. Donc c'est très vite de ficeler un échange sur l'intelligence artificielle et arriver à complètement mystifier le public. Mais je pense que c'est beaucoup plus intéressant
continuer de se poser des questions, de voir à quoi on est confronté au quotidien, mais pas dans le défi, dans les usages. Faut arrêter d'en parler, il faut en faire. Faut l'utiliser. Je crois que c'est ça. Il faut l'utiliser tout le temps. C'est tout. Devenir des utilisateurs, mais parce qu'il faut. C'est super comme outil. C'est bête en plus. Que ça ne coûte rien. Voilà. Par contre. Sur ces paroles-là, voilà. on va devoir qu'on s'arrête. Merci beaucoup Merci. d'avoir répondu à nos questions.